Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je me joins aux remerciements pour l'organisation de cette belle journée. Alors, à titre de petite présentation, comme on a pu le dire précédemment, je suis effectivement doctorante en droit public et je dispose d'un contrat en co-tutelle, c'est-à-dire que je suis doctorante à l'université de Pau et des Pays de l'Adour, mais également à l'université de Saragosse en Espagne. Dans le cadre de ma thèse, je travaille sur l'euthanasie et le suicide assisté en droit comparé franco-espagnol. À ce titre, j'appartiens à un UMR de droit international comparé et européen, et plus particulièrement à une unité de recherche spécialisée en études ibériques et ibéro-américaines. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, comme j'ai pu le faire hier pour venir à Besançon, on va traverser la frontière et se focaliser sur la législation espagnole. Alors, comme on peut le voir, on assiste ces dernières années à la naissance de droits nouveaux liés à la vie, l'intégrité physique et à l'autonomie de la personne. On peut parler de la régulation de l'avortement, des tentatives de régulation également de la gestation pour autrui, mais aussi du droit à l'euthanasie qui mobilisera notre attention pour cette intervention. Parce qu'en effet, la question du comment et les conditions et le moment du dernier au revoir préoccupe et inquiète. La peur du mal mourir est un véritable enjeu contemporain et les interrogations sur la meilleure façon de finir sa vie ne datent pas d'hier. Pour autant, les débats autour d'une aide active à la mort sont historiquement récents et s'expliquent par plusieurs phénomènes. Premièrement, par l'augmentation considérable de l'espérance de vie et l'institutionnalisation de la mort, notamment dans des sociétés riches où mourir s'inscrit dans un processus de plus en plus médicalisé, particulièrement lorsque ces pays disposent d'un système public de santé, comme a pu nous l'expliquer Simon Piraudy tout à l'heure. Deuxièmement, par une réelle prise de conscience de la population de ce mal mourir, notamment à travers la médiatisation de fins de vie douloureuses comme celle de Vincent Lambert, Alain Coq, Ramon Sampedro, ou à leur scénarisation dans des films comme Tout s'est bien passé de François Ozon ou, très connu en Espagne, le film d'Alejandro Amenábar, Mar Adentro. Enfin, par la possibilité, souvent des plus aisés, d'aller chercher une aide à la mort dans un pays autre que le leur, ce qu'on appelle communément le tourisme de la mort, qui est également imagé par de nombreux documentaires sur le sujet. Il est évident que ce regain d'intérêt pour le processus de fin de vie a conduit législateurs et juges à se saisir de la question ces dernières années, notamment en 2021, où le Portugal et l'Espagne se sont saisis dans leur enceinte législative de la question. Si le Portugal n'a pas réussi à faire aboutir une loi à ce jour, l'Espagne est devenue en 2021 le 4e pays européen à légaliser le recours à l'euthanasie. Le peuple espagnol étant largement favorable à cette évolution, la législation et la légalisation de la mort assistée étaient devenues une véritable volonté politique du gouvernement socialiste de Pedro Sánchez depuis son accession au pouvoir en 2018. Pour autant, cette évolution ne s'est pas faite sans difficulté. En effet, depuis les années 2000, le Parlement espagnol a dû traiter de plusieurs propositions de loi relatives à la légalisation de l'euthanasie ou à la dépénalisation de l'assistance au suicide. Depuis 2018, se sont succédées au sein de l'hémicycle 3 propositions de loi organique sur le sujet, toutes présentées par le groupe parlementaire socialiste. L'une d'entre elles, la dernière, a réussi à passer toutes les étapes de la procédure législative et a été approuvée définitivement par le Congrès des députés le 18 mars 2021 à une majorité de 202 députés sur 350. Elle est entrée en vigueur le 25 juin 2021 et bien qu'elle s'intitule « Droit régulant l'euthanasie », elle autorise aussi bien l'euthanasie que le suicide assisté. Cette nouvelle législation espagnole est alors la traduction juridique du regain d'intérêt pour les questions relatives à la fin de vie. Mais il est important de se rappeler que les débats sur l'opportunité de mettre en place une aide active à la mort dépassent les frontières et aucun État n'échappe aux revendications en faveur de l'euthanasie.
que cela soit l'Italie, l'Espagne, l'Autriche, le Portugal. Ces États ont vu passer dans leur hémicycle ou dans leur juridiction constitutionnelle des débats autour de ces questions. Si pour le moment, aucune de ces discussions n'a permis une évolution normative, il est important de souligner que l'euthanasie et le suicide assisté ont envahi l'espace public, médiatique et politique. Et il conviendra de revenir sur la question un peu plus tard. Cette dimension générale explique que le débat ne peut faire l'impasse du droit comparé. Et c'est le principal point méthodologique de ma recherche. En effet, les législations étrangères en la matière servent soit d'exemple pour légitimer une nouvelle législation en faveur de l'euthanasie, ou au contraire de contre-exemple pour les législations qui y sont encore fermement opposées. C'est pourquoi le droit de la fin de vie ne peut pas être étudié exclusivement d'un point de vue national, mais a besoin d'avoir des éclairages internationaux européens. Par conséquent, il conviendra d'étudier le processus suivi, difficultés et obstacles qui ont conduit à une consécration législative. En effet, il est intéressant de voir comment le droit à la mort a été progressivement saisi par l'État, bien qu'il demeure toujours partiellement saisi par les juges. Ma rigueur de juriste et nos obligations m'imposent de faire un plan pour essayer d'être un peu plus explicite dans mes propos. Est-ce que ça marche? Oui. Donc, comme on a pu le voir, la consécration en Espagne d'un droit à la mort ne s'est pas faite sans difficulté et l'État s'est progressivement saisi de la question. Elle est le fruit d'une évolution graduelle qui a conduit à la mise en place d'une législation très stricte. En effet, l'évolution de la législation s'est faite étape par étape. S'il est évident que la forte demande sociale a joué un rôle dans la mise en place de la loi sur l'euthanasie, le tribunal constitutionnel espagnol n'appuie pas son argumentation de l'opportunité de la loi sur une approche purement sociologique ou statistique, mais bien sur une approche normative. La consécration de ce droit ne serait alors pas fondée sur l'évolution de l'opinion de la société, mais bien sur l'évolution du système juridique lui-même. La loi de 2021 serait donc le fruit d'une évolution normative en 3 temps. Premièrement, la réforme du droit pénal de 1995 qui a initié un changement notable dans la façon de traiter de la disponibilité de la vie. En effet, cette réforme modifie l'article 143.3 du Code pénal en atténuant la peine encourue pour l'assistance au suicide. Cette réforme a également conduit à la dépénalisation de certaines pratiques médicales, comme l'interruption d'un traitement maintenant en vie le patient ou l'application de soins palliatifs ayant pour effet d'accélérer la survenue du décès. Ces changements ont permis de voir émerger dans le système espagnol la notion de mort digne et de la notion de liberté et d'autonomie du patient dans son processus de fin de vie. Deuxièmement, la loi du 14 novembre 2002 relative à l'autonomie du patient et aux droits et aux obligations en matière d'information et de documentation clinique, prise à la suite de la ratification de la Convention d'Oviedo par l'Espagne le 23 juillet 1999. Cette loi crée de nouveaux droits en faveur du patient qui lui permet de décider librement, après avoir reçu une information adéquate, entre les choix thérapeutiques possibles et de refuser un traitement. La proclamation de ce nouveau droit, qui entraînera potentiellement la mort, permet d'exclure le caractère absolu de la vie, lié au choix et à l'autonomie de la volonté, et c'est là un véritable changement de paradigme dans le système juridique espagnol. Enfin, dernière étape de ce processus en 3 temps, c'est que certaines communautés autonomes espagnoles ont, dans le respect de leurs compétences, inclus de manière spécifique dans leur statut des droits pour les personnes en fin de vie. Pour vous donner un exemple, on peut voir la loi organique du 19 juillet 2006 de réforme du statut de l'autonomie de la Catalogne qui introduit un article 20 intitulé « Droit de vivre le processus de sa mort dans la dignité ». Dans la même lignée, certains parlements autonomes ont approuvé ce qu'on appelle des lois de muerte digna.
C'est le cas notamment de l'Andalousie avec une loi du 8 avril 2010 relative aux droits et garanties de la personne dans le processus de fin de vie, mais aussi c'est le cas en Aragon, au Pays Basque, aux îles Baléares, etc. Ces différentes étapes ont alors nourri un terrain fertile vers la reconnaissance d'un droit à l'euthanasie, au sujet duquel il conviendra de s'intéresser tant la loi a mis en place des garde-fous pour éviter certaines dérives. À la lecture de la loi espagnole, il est possible de voir des points de convergence, mais également des différences avec les législations déjà existantes, notamment celle du Benelux. Celles-ci ont servi de base à la rédaction de la loi nouvelle espagnole, mais la loi espagnole s'en différencie sur certains points, parce qu'elle estime, et c'est ce qu'elle dit dans le préambule de la loi, que les autres modèles n'offrent pas les garanties nécessaires et se limitent à offrir des espaces juridiques indéterminés. Cela explique que la loi espagnole essaye de se différencier de ces lois sur certains points. Et c'est également la raison pour laquelle la loi met en place de nombreux garde-fous en mettant en place des règles procédurales et des règles de forme pour la pratique de l'euthanasie. S'agissant des conditions de forme pour bénéficier de l'euthanasie ou du suicide assisté, la demande doit être faite par écrite, datée et signée en présence d'un professionnel de santé et doit être remise au médecin responsable. De manière assez similaire aux législations étrangères, ce droit n'est ouvert aux patients souffrant d'une maladie grave, invalidante ou incurable qui en expriment la volonté et ayant des souffrances intolérables. Contrairement aux législations de certaines législations du Benelux, et dans le but d'éviter ce qu'on appelle communément le tourisme de la mort, la législation espagnole a mis en place une condition de nationalité ou de résidence. Dans ce cas, ne pourront bénéficier de la pratique euthanasique que les personnes disposant de la nationalité espagnole ou résidant sur le territoire depuis plus de 12 mois. D'autre part, au regard du caractère irréversible de l'action accomplie, de nombreuses garanties procédurales ont été mises en place afin d'assurer le caractère libre et autonome de la décision du patient sans pression extérieure, que ces pressions soient d'ordre économique, social ou familial. Il est certain que la clé de cette décision autonome prise par le patient est l'information. Pour prendre une décision éclairée, le patient doit être informé des alternatives possibles, celles relatives notamment au système d'aide aux personnes dépendantes ou celles relatives aux soins palliatifs. Ici, il faut bien comprendre que soins palliatifs et euthanasie ne sont pas alternatifs, mais sont bien complémentaires. C'est pourquoi le système espagnol ne veut pas négliger son système de soins palliatifs, car un système efficace de soins palliatifs permet à l'individu de faire un choix libre et responsable et qui précisément ne sera pas pris en conséquence de son absence ou des carences du système de soins palliatifs. De plus, les différentes étapes du processus permettent de s'assurer de l'autonomie de cette décision. D'abord, la demande de prestation est reçue par le médecin et après vérification du respect des conditions formelles, il ouvre avec le demandeur un processus délibératif et informatif qui, dans un délai de 15 jours, aboutit à une nouvelle demande. Cette demande ouvre un nouveau processus délibératif qui, dans un délai de 5 jours, permet au demandeur de décider s'il veut continuer ou non le processus. C'est alors qu'un médecin consultant intervient, qui vérifie si les conditions sont remplies et qui, dans un délai maximum de 10 jours, formule une réponse favorable ou défavorable. Si la réponse est favorable, il existe un dernier garde-fou qui est un mécanisme de vérification réalisé par la commission de garantie et d'évaluation des lois présente dans chaque communauté autonome. Cette commission désignera alors parmi ses membres un professionnel de santé et un avocat qui vérifieront de nouveau le respect des conditions requises. Ici, contrairement aux législations du Benelux, notamment la législation belge, le contrôle se fait a priori et a posteriori. Ainsi, le processus en amont est long et complet puisqu'il s'articule en 3 temps et fait intervenir différents acteurs.
Par conséquent, on peut voir que l'État espagnol s'est progressivement saisi de la question et a mis de nombreux garde-fous pour éviter les dérives. Pour autant, si l'État s'est progressivement saisi de la question, l'intervention des juridictions, notamment constitutionnelles, demeure partielle. J'ai oublié une slide. Hop. En effet, il est possible de dire que le droit à la mort a été partiellement saisi par les juges, puisque la juridiction constitutionnelle espagnole, d'une part, contrairement à d'autres de ses homologues européens, est restée sur la retenue s'agissant de la consécration de ce droit, en laissant le soin au Parlement de régler la question. S'agissant de cette retenue du juge espagnol, il est important de rappeler que le mouvement général d'évolution ou de tentative d'évolution normative, dans ce mouvement général, les juridictions constitutionnelles ont un rôle important. Elles peuvent parfois consolider une réforme législative en se prononçant sur la constitutionnalité de la loi, comme ça a été le cas en Belgique. Elles peuvent, à contrario, s'opposer à une évolution législative, comme c'est le cas actuellement au Portugal, où elles peuvent enfin avoir un rôle incitateur à une réforme, puisque dans de nombreux États, il est parfois plus simple de solliciter une prise de position des juges constitutionnels plutôt que de forcer les parlementaires à légiférer. C'est ce qui a conduit notamment à alimenter les saisines récentes et récurrentes de certaines juridictions constitutionnelles. On peut dire que cela a commencé en 1997 avec la saisine de la Cour constitutionnelle colombienne, mais ce processus semble s'accélérer ces dernières années. On peut parler de l'affaire Carter au Canada en 2015, l'affaire Capatto en Italie en 2018 et les récentes décisions des tribunaux allemands, autrichiens, italiens également en faveur du suicide assisté. Toutefois, si certaines de ces décisions semblent inciter le législateur à intervenir, certains tribunaux préfèrent rester beaucoup plus en retrait, comme c'est le cas de l'Espagne ou de la France. S'agissant du cas français, plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité, qui est un processus qui permet de vérifier la constitutionnalité de la loi après son entrée en vigueur, ont été déposées, renvoyées ou non devant la juridiction constitutionnelle. L'exemple le plus illustrant de la retenue de la juridiction française est l'exemple de l'affaire très médiatisée de Vincent Lambert. Le Conseil d'État a accepté de transmettre une QPC relative à 3 dispositions du Code de santé publique issues de la rédaction de la loi Claeys-Leonetti. Mais finalement, le Conseil constitutionnel est resté en retrait en se retranchant derrière son considérant de principe qu'il utilise souvent, notamment lorsque les questions qui lui sont posées sont d'ordre éthique et qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de substituer son appréciation à celle du législateur. Un tel raisonnement a été repris par le Conseil d'État dans un arrêt Association Dignité, vivre dignement, mourir dignement du 12 octobre 2022 lorsqu'il refuse de transmettre une nouvelle QPC car il considère qu'elle n'est pas destinée à contraindre le législateur de légiférer. S'agissant du cas espagnol, le tribunal constitutionnel est également resté très en retrait du processus de libéralisation de l'euthanasie. Comme la juridiction française, et contrairement aux juridictions italiennes, autrichiennes ou allemandes, il n'a pas pris parti en faveur d'une évolution de la législation, bien au contraire. L'idée est que le juge constitutionnel ne doit pas forcer la main du législateur, car le Parlement, organe représentatif, est l'enceinte privilégiée d'évolution normative. C'est pourquoi, à l'origine, la jurisprudence espagnole refusait de consacrer un droit fondamental à la mort. C'est ce qu'elle a dit dans une décision du 27 juin 1990, mais c'est une position qui a été réitérée à plusieurs reprises, notamment dans une autre décision de 1990, puis dans une décision de 2002. Par conséquent, la juridiction constitutionnelle espagnole a opté pour une position plutôt en retrait, en laissant le soin aux représentants du peuple de se positionner sur la question. Toutefois, on peut dire qu'elle a été plus bavarde après l'adoption de la loi de 2021, puisqu'elle a permis de donner à cette loi un ancrage constitutionnel.
En effet, lors de la découverte d'un droit nouveau, se pose la question de son rattachement à des sources constitutionnelles, c'est-à-dire à des droits qui sont consacrés dans la Constitution. S'agissant de la fin de vie, il est difficile de trouver dans les constitutions une source unanime de laquelle découlerait un droit à la mort. C'est la raison pour laquelle les différentes législations se rattachent à différents droits fondamentaux. Droit à la vie, droit à l'autonomie de la personne, droit à la dignité de la personne humaine. Souvent, et premièrement, le droit à la mort est confronté au droit à la vie. Dans la mesure où l'euthanasie et le suicide assisté ont pour objectif d'abréger cette vie, il est possible de se demander si ce droit dispose d'un volet négatif, à savoir un droit à la mort. La question est légitime, mais pour autant, les juridictions nationales, internationales sont quasiment unanimes et il est impossible de déduire du droit à la vie un droit à la mort. C'est notamment la position retenue par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Preti contre Royaume-Uni de 2002, mais c'est également la position retenue par le tribunal constitutionnel espagnol dans une décision de 2002, où il affirme que le droit fondamental à la vie a un contenu positif de protection qui l'empêche d'être configuré comme un droit à la liberté, incluant un droit à la mort. Récemment, en mars 2023, à l'occasion d'un recours en inconstitutionnalisé déposé par les députés du groupe parlementaire conservateur Vox, les juges ont été de nouveau confrontés au diptyque droit à la vie, droit à la mort. Dans ce recours, les députés soutenaient d'une part qu'en raison du caractère absolu et indisponible du droit fondamental à la vie consacré à l'article 15 de la Constitution, il appartenait à l'État de protéger la vie, y compris contre la volonté du titulaire de ce droit. D'autre part, que ce droit à une aide à la mort serait dépourvu de tout fondement constitutionnel puisqu'il ne serait rattachable à aucun droit énuméré dans la Constitution espagnole. Pourtant, la réponse apportée par la juridiction constitutionnelle va être tout autre. Elle déclare dans un premier temps la loi conforme à la Constitution, en rappelant toutefois que le droit à la vie ne dispose pas d'un caractère absolu qui imposerait un devoir de protection individuelle et in fine un devoir de vivre, sans pour autant déduire de ce droit un droit à la mort. C'est-à-dire que le droit à la vie ne permet pas de supposer un droit à la mort. Dès lors, quand on peut regarder la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ou celle du tribunal constitutionnel espagnol, la position est claire. On ne peut pas déduire du droit à la vie un droit à la mort. Et c'est une position unanime. Pour autant, si le droit à la vie ne peut pas servir d'ancrage au droit à la mort, il est possible de se placer différemment sur l'échiquier normatif en privilégiant les références à d'autres droits, comme le principe de dignité de la personne humaine ou le respect de sa vie privée ou de son autonomie personnelle. C'est ce qu'ont fait les juges européens dans l'arrêt Haas contre Suisse, lorsqu'ils déclarent que, je cite, « le droit d'un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin est l'un des aspects du droit au respect de sa vie privée. » Mais c'est surtout le raisonnement suivi par la juridiction espagnole dans l'affaire de 2023. En effet, en connexion avec les principes de dignité de la personne humaine et du libre développement de sa personnalité consacrés à l'article 10.1 de la Constitution, les juges estiment que le respect du droit à l'intégrité physique de la personne protège un domaine d'autodétermination qui inclut la possibilité de prendre la décision de se donner la mort ou de demander la mort à l'État conformément aux conditions posées par la loi. Le tribunal découvre alors un nouveau droit subjectif de nature prestataire à l'euthanasie et lui offre une assise constitutionnelle en le rattachant au droit à l'autonomie de la personne consacré à cet article 10.1 de la Constitution. Pour conclure, dans ce mouvement général de regain d'intérêt pour la question de l'euthanasie, cette étude de la législation espagnole nous permet de dresser le tableau des différentes étapes, avancées et obstacles que le législateur a dû traverser pour aboutir à une consécration normative. Certains de ces aspects sont largement transposables à d'autres systèmes juridiques, comme c'est le cas en France, mais seul l'avenir nous dira s'il parviendra à une même finalité. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Laura. Cassino, est-ce qu'il y a des questions? Non. En tout cas, s'il n'y a pas de questions, je vous invite donc dans la salle des expositions à prendre un buffet. Et nous nous retrouverons à 14 h pour la suite de cette journée. Merci beaucoup. On va peut-être quand même poser quelques questions. Alors, s'il semblerait qu'il y ait une petite question, Laurent Calvel, allez-y. Oui, j'avais juste une question dans la formulation soins palliatifs qui accélèrent le décès. Qu'est-ce que vous mettiez derrière, en fait? C'est simplement qu'avant la réforme du droit pénal de 1995, il y avait une interdiction de soins palliatifs accélérant le décès. Après, sur les termes techniques, je ne pourrais pas vous en dire exactement plus parce que c'est la terminologie utilisée dans le texte législatif. Mais au niveau médical, Oui, c'est ce que je pensais. Mais, oui, oui. Parce que c'est un peu troublant, en fait, dans cet alignement. Voilà. Mais oui, c'est les termes utilisés par la loi, mais au niveau médical, je pense que beaucoup de personnes dans cette salle pourront en dire bien plus que moi. D'accord, merci. De rien. Je pense que c'est plutôt une maturité de la représentation des soins palliatifs qui amène à ça que parce qu'en 95, proche de 90, le, l'assimilation des soins palliatifs étant quand on arrête tout ou quand on ne fait plus rien, voilà, c'est un peu ce côté réducteur. Plus que le double effet, le double effet, je suis pas certain que en 95 ça soit de cet ordre-là. Dans les représentations générales, hein, c'est une hypothèse, hein, c'est pas. Pardon? Bonjour, moi je suis Perrine Galmi, je suis doctorante. Et j'avais une question plutôt juridique sur, sur le fait que ce soit contraire au droit à la vie, en tout cas sur l'avis de la CEDH, parce qu'il me semblait qu'au Canada, par exemple, alors après je ne suis pas juriste, mais la différence entre Cour suprême, Cour constitutionnelle, je ne sais pas si c'est très différent, mais en tout cas la Cour suprême, il me semble, avait dit que interdire l'euthanasie, pour le coup, était contraire au droit à la vie, notamment sur l'argument que quand une personne était atteinte de souffrances insupportables, ça pouvait l'amener à se donner la mort plus tôt que si elle était accompagnée. Et donc, du coup, est-ce que finalement, cette décision constitutionnelle ou des cours constitutionnels, c'est dépendant des juges? Et est-ce qu'on peut imaginer que ça va évoluer, par exemple, au plan européen, ou est-ce que c'est dépendant vraiment des constitutions et de la manière dont sont rédigés les droits dans la Constitution? Alors non, je ne pense pas que les choses évolueront tout simplement parce que le droit à la vie est un droit, rattacher le droit à la mort au droit à la vie est quelque chose de trop polémique. Surtout si on a la possibilité de le rattacher à un droit qui fera moins polémique, notamment le droit à l'autonomie de la personne. C'est un droit qui se développe ces dernières années, notamment dans beaucoup de législations autrichiennes, allemandes, etc. Et ce droit au libre développement de sa personnalité. Et c'est pour ça qu'on rattache le droit à l'euthanasie à ce droit en priorité, et aussi au droit et aux dignités de la personne humaine qui est sous-jacente au droit au libre développement de sa personnalité, puisqu'on laisse le choix à l'individu
de dire si oui ou non il veut avoir affaire à une pratique euthanasique. Mais le droit à la vie est souvent éludé puisque porteur de trop de polémiques, surtout lorsqu'il est plus simple de le rattacher à un droit qui fait beaucoup plus consensus. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Alors, je voulais juste une précision, parce que si j'ai bien compris, dans la procédure espagnole, il faut donc l'intervention d'un avocat a priori. Est-ce que vous pourriez juste préciser ce point-là, puis après j'ai une question. Oui, bien sûr, c'est ça. Le dernier processus est l'intervention d'une commission d'évaluation et de garantie qui est composée d'un médecin et d'un avocat, qui est présent dans chaque communauté autonome. Et cette commission de garantie est l'ultime étape pour avoir recours à une pratique euthanasique, et elle va vérifier que toutes les conditions soient remplies. D'accord. Parce qu'il me semble que dans le débat français, par contre, ça a été une discussion à un moment et puis que c'est plutôt évacué parce que déjà très compliqué à mettre en place. Et voilà, des choses qui vont aussi, j'ai l'impression surtout sur un aspect, disons, pratique. Bien sûr, mais la question est aussi de savoir comment ça se passe dans les législations étrangères qui ont légalisé l'euthanasie, et notamment en Belgique, où cette procédure est souvent critiquée. C'est la raison pour laquelle l'Espagne a décidé de mettre en place aussi un contrôle en amont et pas seulement un contrôle après, pour permettre justement de vérifier que les conditions soient remplies avant qu'il ne soit trop tard. Okay. Et ma question, alors, donc c'est sur la nature prestataire en fait du droit à l'euthanasie. En fait, qu'est-ce que ça veut dire pour les médecins? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a eu un débat, disons, symétrique sur la question de la clause de conscience et sur l'obligation de disposer de cette prestation à l'échelle, je ne sais pas, de la région ou de la ville? Oui, bien sûr, il y a eu des débats, mais comme ça a été le cas pour le droit à l'avortement, les médecins disposent d'une clause de conscience et donc ne sont pas obligés de pratiquer l'euthanasie, mais comme c'est le cas pour l'IVG, ils doivent rediriger vers un médecin qui, lui, pourra pratiquer l'intervention. Mais l'échelle, c'est quoi? C'est la région ou c'est au niveau des communautés autonomes. D'accord.